j'ai des rêves comme ça assez simples de, je sais pas, d'Éden retrouvé, des trucs comme ça. Ouais, ça me plaît. Et l'anarchisme, pour moi, c'est ça. L'anarchisme, pardon, pour moi, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que je le vois. La grande jatte, vraiment, c'est ça. Ces gens au bord de l'eau, là. Tu fais une distinction entre les deux? Entre l'anarchisme et l'anarchie? Oui. Bah, je sais pas s'il y a une distinction. L'anarchisme, c'est peut-être le système. Pour moi, et l'anarchie c'est mon rêve, voilà. Alors donc je m'en tiens à l'anarchie, mais j'en sais rien, c'est très personnel comme façon de voir les choses, mais ça me va assez. Pour moi, l'anarchisme est un mouvement historique très précis qui a commencé à couver au moment de la Révolution française et qui s'est développé au XIXe siècle et qui s'inscrit dans un certain nombre d'organisations et de mouvements très définis, très précis, avec des doctrines particulières à des époques données. L'anarchie, par contre, est un phénomène, je dirais, cosmique. C'est un phénomène qui est universel. Comme disait un jour Roger Dadoun, le premier acte de l'être humain est un acte anarchiste puisqu'il consiste à sortir du sein maternel. Donc il y a une volonté d'autonomie. Cette volonté d'autonomisation que l'on trouve ainsi dans tout être vivant, à la fois pour s'unir et en même temps s'émanciper par rapport à son environnement, eh bien, je crois que c'est cela qu'on peut entendre aussi par anarchie. Je sais pas, moi quand j'avais 11-12 ans et que le truc commençait à m'intéresser, et je crois que j'ai pas changé d'idée depuis d'ailleurs, ce qui me plaisait dedans, c'est que c'était vraiment un très beau rêve, ouais. Moi, c'est le rêve qui m'intéresse. Alors, utopie, chimère, j'en sais rien, je m'en fous, à vrai dire. Et puis maintenant, au quotidien, il y a des choses qu'on peut mettre en pratique. Je sais pas, je vois ça avec mes enfants, avec mes étudiants, etc. Et qui, je pense, permettent de faire un tout petit peu avancer les choses à une toute petite échelle. Maintenant, après, bon, le rêve collectif, ça c'est une autre affaire. Ma société idéale est peut-être un enfer pour les autres. Mais je pense justement qu'une utopie de type libertaire, c'est tout à fait autre chose, justement, parce que ce n'est pas une utopie obligatoire, mais c'est la floraison d'un milliard d'utopies, et même à l'intérieur de cette utopie, de contestation pour encore de nouveaux types d'utopies. Parce que je pense que l'émancipation n'est jamais finie, et qu'il y a toujours de nouvelles libertés à découvrir. Utopia, c'est un monde de rêve, mais il se trouve que le monde de rêve trouve 100 ans, 200 ans plus tard, des conditions de possibilité d'existence, donc vive le rêve. Mais vous savez, Utopia, c'est un peu comme Mélancolia de Dürer pour les romantiques, c'est un peu un centre, c'est une sorte de foyer de rayons lumineux, enfin l'utopie. Si on supprime l'utopie, on ne sent jamais rien à rien. Mais si on se réfugie dans l'utopie, alors vraiment on s'en va du monde. Ce qui n'est pas le cas de nos anarchies. Donc de l'utopie, oui, mais de l'utopie constructive. Ce qui est bien chez eux, ce que j'aime bien chez eux, c'est le souci de construire, le souci de mettre tout de suite en pratique des choses qui sont ensemble. Et la part du sentiment. Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, 100 mètres de la Fédération anarchiste. Le samedi 23 mars de 9h à 17h30, il y aura un colloque qui concernera les 100 ans de presse libertaire à la chapelle des Carmélites. On est prié d'apporter son hostie. Chapelle des Carmélites, musée d'art et d'histoire. Alors on choisit un d'endroit pour faire un colloque sur les 100 ans de Radio Libertaire, de la presse libertaire. Encore une fois, il n'y a pas d'endroit pour propager des choses, pour communiquer des idées. Il faut absolument saisir toutes les opportunités possibles. Voilà. Donc vive la chapelle des Carmélites, musée d'art et d'histoire. C'est rue Gabriel Péri. En plus, Gabriel Péri, c'est un résistant, si ma mémoire est bonne. C'est rue Gabriel Péri, métro La Plaine Saint-Denis, et l'entrée coûte 20 francs. À la semaine prochaine, vous écoutez Radio Libertaire, à la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Michel, tu as quelque chose à dire? Tu es déçu d'être venu filmer ici?
Ah non, pas du tout, quelle idée. Au Tu es contraire, contente? Ben voilà, mais moi une je grande sais. première à tous les sens du terme. Serge, est-ce que tu peux me... Je peux parler là, hein, je peux parler. Oui, tu peux. Est-ce que tu peux me dire ce que ça représente un petit peu quand même de faire une annonce pour le 100e anniversaire du Libertaire? De faire? Oui, à vous les gens de la radio, est-ce que... Oui, ben, moi ce que ça me fait, ben, c'est toujours très émouvant. Disons que les commémorations de ce genre m'émeuvent toujours un peu, parce que je me dis qu'il y a 100 ans, ben, des gens espéraient que la révolution se fasse, que le monde change. Et donc je suis ému, à la fois ému et plein de regrets que les choses n'aillent pas plus vite, parce que je suis comme tout le monde, j'aimerais bien voir de mon vivant le monde changer. La moustache du producteur fait comme le chat d'Alice au pays des merveilles. Quand le producteur s'en va, la moustache continue à flotter dans la pièce, comme le sourire du chat de Chester. Lui, c'est Pierre Merejkovski, le cinéaste. Il m'accompagne au colloque organisé à l'occasion du 100e anniversaire du Libertaire, le journal de Louise Michel et de Sébastien Faure, le plus ancien titre de la presse militante, un des plus anciens titres tout court après le Figaro. Nous sommes en 1995. Lorsque je lui ai dit que mes copains Anard voulaient faire un film pour le 100e anniversaire de leur journal, la moustache du producteur a frémi. Ils ont de l'argent maintenant, les Anard, a demandé la moustache. Nous leur avons fait un budget vraiment minime. Mais d'argent, il n'y en avait guère. Les anarchistes sont des gens honorables, qui payent leurs dettes, déclarent les salaires et respectent les acquis du Front populaire. Puisqu'ils ne pouvaient payer, ils préférèrent s'abstenir. Mais moi, Louise Michel et Sébastien Faure, ça me fait quelque chose. Ma grand-mère qui est du Jura me racontait l'enterrement de Louise Michel, où son père l'avait emmenée quand elle était petite, sur ses épaules, à pied depuis les faubourgs, comme on faisait dans ce temps-là du début du siècle. Mon arrière-grand-père jurassien aurait-il un rapport avec la fameuse fédération jurassienne, le berceau de l'anarchie, la tribune de Michel Bakounine, après son exclusion de la première internationale par Karl Marx? C'était clair, je ne pouvais pas les laisser tomber. La moustache du producteur me conseilla de prendre une caméra et de filmer moi-même. Qui sait, peut-être un jour ferions-nous un film sur les 100 ans du Libertaire et serons-nous contents d'avoir fixé les images de son anniversaire. Et c'est ainsi que j'ai acheté ma première caméra et que me voici parti à Saint-Denis avec Pierre Merejkovski, le cinéaste. On s'était perdu de vue, on s'est retrouvés, grâce au Libertaire justement, qu'il a pris dans une manif où les Anards le distribuaient. Et il y a trouvé mon nom, au bas de la télé de 4 sous, la chronique du cinéma qui ne sort pas en salle. Et puis on s'est perdu de vue à nouveau, car au colloque j'ai rencontré Alain. Ça, ce sont mes premières images. Ce que je dis dans Cité pour une ville imaginaire doit être vrai en définitive. Je filme pour fixer ce qui va disparaître, même quand je ne le fais pas exprès. Tu te moques de moi. Tu t'exerces. De toute façon, il n'y a plus de lumière, c'est flou. Ah ouais, ça clignote, tu vois, il y a plus de batterie. Le film sur le Libertaire a fini par se faire, au bout de 7 ans. Il fallait fixer ces images, même en amateur. Des copains sont disparus. Jackie Toublet, Henri Bouillet et Yves Perrault. Cette année même où je pouvais enfin faire le film sur le 100e anniversaire du Libertaire, qui a maintenant 107 ans de réflexion. D'Yves et de Jackie, j'ai seulement les images du colloque, les premières images que j'ai filmées avec ma première caméra que j'avais achetée pour le Libertaire et avec laquelle j'ai fini par faire tourner le film. Tu pourrais répondre à une question tout de même. Ah oui, je veux bien, allez, bon. Une question. Alors, vous avez un Vous m'entendez ? Je voudrais vous demander, c'est le 100e du... Attends, Oui, je vais le c'est prendre. Jackie Toublet. Oui, je l'ai connu.
Quand Alain et moi, on allait tous les dimanches avec la gamine à la correction du Monde Libertaire, porte des Lilas. Monsieur Yves Perrault, vous qui êtes fondateur de la radio, je voulais vous demander... Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Oui, il faut parler plus près du micro encore, oui. Vous m'entendez? Là, c'est bien. Bon. Qu'est-ce que ça vous fait, là, d'être au 100e anniversaire du Monde Libertaire? Bon, je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie, mais là, je ne vais pas hésiter. Non, tout simplement pour dire que dans la vie des militants, il y a, comme je dis toujours, beaucoup plus de gros soucis à se faire que de pétales de rose à ramasser. Et parfois, quand même, il y a des moments agréables. Et la célébration du centenaire, qui est un hasard historique, je dirais, plutôt chronologique, bien ça fait plaisir d'y être et d'en faire partie et d'y contribuer autant que se faire peut, mais moins quand même que pour la création de Radio Libertaire. Le fait d'avoir été, par le hasard de la vie, mêlé à cette aventure, ça fait partie des grands moments que beaucoup d'entre nous avons vécu. Et j'ai pas pu te joindre, on a fait une action dans la rue assez spectaculaire la semaine dernière. Je pense que ça doit t'intéresser, ce genre de choses. Tiens, tu peux me faire une petite interview? Si. Ah, qu'est-ce que ça fait qu'il est 100 ans? Bon, pas grand-chose. Je suis pas très passionné par les commémorations. Le mouvement, ses aspirations libertaires sont certainement beaucoup plus anciennes que ce journal. Alors est-ce qu'on doit remonter à Diogène? Est-ce que tu peux me dire ce que tu attends de ce colloque? D'apprendre des choses, mais surtout donner du mouvement anarchiste une image qui est un petit peu différente que celle qu'on a perpétuellement sur le dos et contre laquelle il faut se battre sans arrêt, quoi. Qui c'est qui prend le micro? Toi? On m'oblige. Ouais, on est très timide au groupe de Rouen. C'est le groupe de Rouen qui a organisé le colloque qui a lieu à Saint-Denis à Paris? Non, on nous a appelés pour donner un coup de main tout simplement à l'organisation matérielle du colloque, tout simplement. Donc je me suis dévoué avec quelques copains du groupe de Rouen. Qu'est-ce que ça vous fait que ce soit le 100e anniversaire du Libertaire? Oui. C'est bien. Non, c'est bien, c'est intéressant, ça prouve au moins que c'est un titre qui a pu traverser le temps. Et puis on sait qu'actuellement c'est vrai que nos idées sont pas toujours ouvertes à un large public. Enfin, on aimerait qu'elles le soient plus, mais le fait que c'est plus traversé en 100 ans, c'est bien, quoi. Moi je trouve ça hyper positif. C'est pas trop frustrant d'être à l'organisation pendant que se déroulent les festivités? Bah non, parce qu'on peut toujours avoir une oreille qui écoute les orateurs tout en s'occupant de l'organisation concrète. Donc les copains m'ont demandé de parler de ce que j'appellerais de la préhistoire, de l'histoire du libertaire. Et dans la mesure où le samedi matin, seuls les courageux que vous êtes déplacés, il y a de fortes chances pour que ces courageux soient aussi des personnes qui ont une bonne connaissance du mouvement libertaire. Par conséquent, je n'ai pas la prétention de faire un exposé très exhaustif. Je crois que nous devons dater l'origine de la presse libertaire en général avec, en 1848, la parution des premiers journaux que Pierre-Joseph Proudhon va éditer dans ce pays. Jusqu'au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, pendant 3 petites années. De là, il faut sauter en 1858 avec la parution d'un journal aux États-Unis qui va porter ce titre, Le Libertaire, édité par Joseph de Jacques, d'un militant aux États-Unis et en français, pendant quelques années. Parfois, on se pose des questions pour savoir quelle est l'origine des vocables qu'on utilise ici ou ailleurs. En ce qui concerne au moins le libertaire, je ne sais pas si avant de Jacques, quelqu'un avait créé l'adjectif et le substantif, mais tout au moins, on peut en être sûr que dès 1858, ce terme-là a été introduit dans la langue française. Et puis on continue pendant toute la période du Second Empire. Il ne paraîtra aucune publication libertaire. Il va falloir attendre, bien sûr, l'explosion de la Commune de Paris, d'ailleurs nous sommes en 71, où là on va avoir une floraison de journaux qui vont véhiculer toutes les préoccupations du monde du travail. Et puis la chape de plomb tombe bien sûr dans ce pays avec la répression de la Commune, avec la semaine sanglante. Semaine sanglante, chape de plomb. Paris ouvrier démembré et les communards, les fédérés, les anonymes fusillés du mouvement ouvrier.
au Père-Lachaise. Et le bagne aussi. Loi d'exception, conseil de guerre. Paris ouvrier, Paris canaille, disloqué, exilé, déporté, sur les pontons, au bagne. Et là, pendant un certain nombre d'années, au moins dans ce pays en France, la presse que l'on peut dire proche des libertaires ne paraîtra pas. Et le journal qui va assurer la continuité entre l'époque proudhonienne et notre époque maintenant va être le bulletin de la Fédération jurassienne des compagnons du Jura suisse francophone, de l'Association internationale des travailleurs. Et ce numéro, c'est pas par hasard si je vous le montre, car à l'intérieur, on trouve le compte-rendu du congrès de La Haye de août 1872, au cours duquel M. Marx va réussir à expulser Michel Bakounine et James Guillaume de la Première Internationale. Et vous savez, dans la foulée, va se tenir d'abord le congrès de la Fédération jurassienne, et puis ensuite derrière, le premier congrès de l'Internationale anti-autoritaire, qui va authentiquement fonder à la fois le mouvement anarchiste international et le mouvement anarcho-syndicaliste. Si vous prenez par exemple Bakounine, il est quand même le premier, vous savez, à avoir vu en Marx ce qu'il y avait de dangereux et comment dire, de terroriste dans sa doctrine. Et à l'époque, on ne l'a pas suivi. Enfin, aussi, on l'a d'abord suivi, puisque au niveau des créations internationales, c'est Marx qui a eu des problèmes. Et puis quand Marx a pris le contrôle international, eh bien, c'est Bakounine qui a représenté la liberté, le camp de la liberté, au point que... Alors, il y a des régions entières, je ne sais pas si vous connaissez les anarchistes jurassiens, mais ce Jura qui est à cheval sur la Suisse et sur la France, c'est devenu un peu la patrie du proudhonisme. Mais quant à Bakounine, alors lui, avec son axe Russie, Suisse, Italie, alors il est un des plus internationaux de l'anarchie. Il est un des plus fervents propagandistes de l'idée, des idées, parce qu'il n'y a pas qu'une idée, il y a des idées dans l'anarchie. Ce russe, cet aristocrate russe, ce canonnier du tsar, qui était un amateur de révolution, il en a manqué qu'une, c'est la Commune, parce qu'il disait « je connais les Français, il n'en sortira rien ». Bon, et c'est dommage parce qu'il a manqué la plus importante. Loi, scélérate chapeau de plomb. Paris ouvrier écrasé, la presse ouvrière muselée et le bagne sur présomption d'anarchisme. Il y a un nombre considérable de publications, en général éphémères, qui vont voir le jour entre 1880, parce qu'il faut attendre cette époque-là, au moment de ce qu'on appelle l'amnistie, n'est-ce pas, où les bourreaux pardonnent aux victimes. 1880, où avec le retour des exilés de Nouvelle-Calédonie, où va donc fleurir à la fois les groupes libertaires et la presse libertaire.
Je fonde un journal. Depuis longtemps, j'en avais le désir. L'effet de la parole est mathématiquement limité aux proportions d'une salle. Véhiculée par le papier, l'idée ne connaît pas ses étroites limites. En outre, la pensée écrite reste présente. Prouver dans une langue simple que demain la misère, l'ignorance, la haine, l'esprit de domination peuvent être remplacés par l'esprit de liberté, l'amour, le savoir, l'abondance. Démontrer que tous les éléments du bien-être physique, intellectuel et moral sont devenus l'apanage de nos générations et que la souffrance procède des arrangements sociaux dont une nouvelle mentalité peut réaliser la transformation. Travailler assidûment à l'éclosion et au développement de cette cérébralité nouvelle. Mais je n'avais pas les moyens de réaliser mon désir. Ces moyens, aujourd'hui, je les ai. L'argent ne me vient ni d'un ami, ni d'un commanditaire, ni d'un héritage. Mes conférences à Paris et en province m'ont procuré le petit capital nécessaire. Pouvais-je faire de ces fonds, venus de la propagande, un meilleur et plus naturel usage que de publier un journal? Donc, je fonde le Libertaire. Le Libertaire. Stigmatiser hardiment la véritable et unique cause, parfaite ou fatalité naturelle, des oppressions économiques, politiques et morales qui torturent l'individu dans son ventre, son cerveau et son cœur. Établir avec limpidité dans le milieu social actuel la cause des iniquités, des misères et des crimes qui font verser tant de larmes et répandre tant de sang. Vulgariser cette idée indiscutablement exacte qu'il est au pouvoir de l'homme de substituer rapidement la joie de vivre à la douleur d'exister. Tu l'as filmé là? Oui, c'est bien. J'ai filmé le dernier monde. Alors ça y est. Vous en prenez combien? Vous en prenez un certain nombre? On en prend 8, voilà. 8 chacun ou 8 en tout? 8 en tout. Et en général, on en prend 8. 8 par semaine, mais c'est pas mal quand même. Ouais. Des fois, on en vendrait plus, mais en général, c'est 8. Voilà. Hélène est infirmière. Hugues est professeur d'histoire à l'université. Ils sont au groupe Pierre Bénard. Depuis 15 ans, ils vendent le journal Place des Fêtes, entre la Porte des Lilas et la Butte Rouge, à Paris dans le 19e. Le groupe Pierre Bénard, avec un nom pareil, on peut être sûr que c'est des anarcho-syndicalistes ou des syndicalistes révolutionnaires. Eric, viens un petit peu par là. Nous vendons le monde libertaire depuis maintenant 15 ans. C'est une des activités du groupe Pierre Bénard. Oui, c'est quoi la question? C'est les activités du groupe Pierre Bénard de la Fédération anarchiste qui essaie à la fois d'avoir des activités de quartier et puis bien sûr anarcho-syndicalistes puisque nous sommes tous engagés dans un certain nombre d'organisations comme la CNT, le CRC, la CGT et quelques-uns encore je crois. C'était donc une activité de militants libertaires et anarchistes traditionnels et classiques. Comment ça, on peut pas me faire la bise dans la télé? Bon, alors là j'ai le groupe Pierre Bénard au grand complet. Tout le groupe là, on est beaucoup plus nombreux que ça, le groupe Pierre Bénard, et on tourne régulièrement sur le marché pour éviter que cette activité militante normale ne devienne trop lassante. Donc on essaie de varier les plaisirs. C'est pas un peu lourd? Comment vous faites pour la vie quotidienne? Vous avez des enfants? Oui, on s'organise pour pas que ça pénalise notre vie privée, bien sûr, on a besoin de s'organiser. Du fait que nous sommes assez nombreux dans le groupe, moi je viens environ une fois par mois vendre le ML le dimanche matin et l'après-midi je vais à la correction. Alors dis donc Eric, c'est la journée non-stop aujourd'hui. Voilà, mais ça bloque le dimanche, mais ça bloque un dimanche par mois environ, pas plus. Les premières années de la vie du libertaire ne furent pas d'une grande simplicité. Les profondes plaies infligées par la dure répression des années 93-94, permises par des lois fabriquées sur mesure, les fameuses lois scélérates, qui avaient laissé le mouvement exsangue, démembré, éparpillé, étaient encore de vilaines cicatrices.
Certes, la presse reparaissait. Les Temps nouveaux de Jean Grave, qui faisait suite à la révolte, ou La Sociale de Pouget, qui faisait suite au Père Pénard. Mais il fallait reconstituer le mouvement, rassembler les énergies et les bonnes volontés. 3 hebdomadaires pour remettre à l'actualité l'idéal anarchiste ne serait pas trop. Le petit pécule réuni par Sébastien Faure grâce à ses conférences s'épuisa vite. Le numéro 28 avait été saisi. Louis Matta, gérant, avait été arrêté pour apologie de faits qualifiés crimes et en vertu des articles 23, 24... C'est Philippe Auriol. En 1981, il a écrit à Mitterrand pour réclamer l'abrogation des lois scélérates, 48, qui permettaient de 49, vous arrêter 60, sur de la loi simple du 20 présomption juillet de propagande 1981, anarchique. là, Mitterrand modifié le 12 décembre les a 93 abrogés. et des articles 1 et 3 Mais de pas la tout loi de du suite. 28 juillet 1994, avait été condamné à 20 jours de prison. Il avait fallu trouver d'autres locaux pour le Libertaire et un autre gérant, Guyard, qui, 3 mois plus tard, à son tour, était arrêté, 1 an de prison et 500 francs d'amende. S'étant jusqu'alors refusé à faire appel à la générosité de ses lecteurs, le Libertaire devait maintenant s'y résoudre. Oui, on a nos habituels qu'on voit depuis 15 ans ici sur la place des Fêtes, qui viennent régulièrement nous acheter le Monde Libertaire et puis discuter un petit coup avec nous. Puis après, il y a évidemment des gens qu'on voit une fois, éventuellement qu'on va revoir par la suite de temps en temps, de manière épisodique. Et ça dépend un petit peu de l'édito. Il y a des semaines où effectivement le journal se vend bien, parce que le titre est bien calé sur l'actualité et quand il y a des mouvements sociaux. Quand c'est plus des choses liées à la propagande traditionnelle du mouvement anarchiste, c'est plus des gens déjà très sensibilisés qui nous l'achètent. Non, je n'ai rien dit à la caméra parce que je n'avais pour l'instant rien à dire. Mais je peux te dire ce que tu veux. Qu'est-ce que ça te fait de vendre un journal qui a 100 ans? Il n'a pas 100 ans, il vient de sortir celui-là. Non, mais à part ça, bon, c'est vrai que c'est important de continuer à assurer la présence d'un journal centenaire qui est toujours d'actualité. Et c'est ça qui est fondamental. Le journal a 100 ans, les idées sont toujours aussi actuelles. On voit souvent arriver des vagabonds, c'est-à-dire des gens n'ayant ni feu ni lieu. Tout le monde n'a pas à sa disposition les chemins de fer du Sud, Panama, etc. Il faut donc vivre de son travail. Quand le travail manque, il faut chercher ailleurs, crever de faim. Quand à bout de ressources, ayant achevé les derniers sous de la collecte des camarades, on ne peut plus franchir les distances en chemin de fer, on prend tout son courage et on marche. Les souliers percés aux pieds, des vêtements délabrés sur le corps, on est vagabond. Et comme en cette occasion, on n'a pas la mine reposée, on devient nécessairement un individu de mauvaise mine, pourchassé par toutes les polices du monde. Cela ne finira-t-il donc jamais? S'attaquer sans crainte à la routine, aux préjugés, aux croyances, en toutes circonstances. Affirmer sans peur sa pensée tout entière. Dreyfus est innocent. Nul n'est tenu de me suivre. Je n'engage que moi. Mais quand j'aperçois la vérité, je marche vers elle sans m'inquiéter de savoir si nous serons 100 000 ou si je serai seul. Je sais Dreyfus innocent. Je vois se peindre sur son visage une indicible souffrance. Je vois ses bras se tendre désespérément vers les siens. Que m'importe ce qu'a été hier ce souffrant, ce qu'il sera peut-être si son martyre prend fin, il est présentement une victime, et j'exècre ses bourreaux. Je veux démasquer ceux-ci et soulever contre eux la réprobation universelle. Ce faisant, j'œuvre en révolutionnaire. Si le Libertaire avait été assez bien reçu dans les milieux anarchistes, dans les milieux proches des Temps nouveaux ou du Père Pénard, malgré la méfiance qui était celle du Libertaire à l'égard de la question de l'entrée des compagnons dans les syndicats, l'engagement qui fut le sien à partir de la fin de l'année 97 lui valut quelques soucis. Convaincu sans doute par Bernard Lazare, anarchiste d'une grande importance, même si Métron, dans son livre
lui aussi d'une grande importance, a disqualifié d'une façon définitive en disant qu'il n'était représentatif en rien de l'idéal ou du mouvement anarchiste. À partir donc de la fin de l'année 97, le libertaire s'engagea dans la bataille de l'affaire Dreyfus. Cet engagement se voulait une défense de la République et des libertés acquises. Et c'est dans le cadre de ce combat, et grâce à des fonds une nouvelle fois obtenus par les milieux dreyfusards, que Sébastien Faure put réaliser le vœu qui était celui des anarchistes depuis de très nombreuses années. Ce vœu était de posséder un quotidien, et ce quotidien, ils allaient le fonder, le Journal du Peuple, donc qui laissait mourir le libertaire. Si la rédaction était dans sa plus grande partie composée de compagnons, l'article de tête était confié à des personnalités sympathisantes et qui formaient l'aile la plus radicale du dreyfusisme. Octave Mirbeau, Aristide Briand, Pierre Quillard, qui est resté anarchiste toute sa vie, Francis Daupré-Sensé, qui ne l'était pas et qui l'est devenu à ce moment, Bradamante, qui était une militante féministe qui collaborait au journal La Fronde. 7 ans après, j'ai rencontré Philippe Auriol. Il m'avait proposé d'aller au Tivoli-Voile, qu'il m'a fait chercher partout, au motif que le libertaire y avait organisé, la semaine où paraissait le J'accuse de Zola, un meeting contre le huis clos de l'affaire Dreyfus. Humour d'historien, car le lieu de rendez-vous mythique du mouvement ouvrier n'existe plus depuis belle lurette, depuis les années 30. Pour l'interview, nous avons cherché les rues du Paris anarchiste. Moi, je fais des études de littérature et ce qui m'intéressait tout particulièrement, c'est un mouvement un peu délaissé, qu'on appelle le mouvement symboliste un peu arbitrairement parce qu'il n'y a jamais eu de mouvement et qui est effectivement toute une cohorte de petits jeunes gens qui ont aujourd'hui complètement disparu des histoires de la littérature. Et ce que j'ai découvert en commençant à travailler sur ces gens, c'est que tous, à un moment ou à un autre, se sont trouvés mêlés au mouvement libertaire. Et puis à côté de ça, il y a naturellement une dimension personnelle là-dedans qui est venue s'ajouter, c'est que quand je suis petit, j'ai écouté Brassens, voilà, et que Brassens m'a appris des tas de choses, il m'a donné envie de m'intéresser à la poésie, c'est par lui que je suis arrivé au mouvement symboliste. Déjà, il m'a fait découvrir un certain nombre d'auteurs, qui sont des auteurs que je n'aime plus aujourd'hui, mais qui m'ont permis, eux, de découvrir d'autres auteurs, des gens comme Paul Faure, Francis Jammes, etc., qui m'ont ouvert la porte vers Bernard Lazare, Pierre Quillard, enfin quelques figures du symbolisme qui m'intéressaient. Et puis Brassens, qui m'a aussi appris, quelque chose d'éminemment libertaire qui, quand j'avais 11-12 ans, me plaisait énormément. Et j'étais très content de voir ces petits poètes que j'adorais se battre pour des idées que je trouvais plutôt sympathiques. Commune de Montmartre, Montmartre communard, des hauteurs de la butte au village d'Orcel, Montmartre recèle une querelle entre individualistes et communistes. À la rue du Chevalier de la Barre, on trouve l'Anarchie, le journal individualiste de Libertad, un ancien du Libertaire. Puis l'affaire Dreyfus, ça, c'est qu'effectivement, mes anards comme mes symbolistes se sont retrouvés mêlés à cette affaire-là, que cette affaire, du coup, a commencé à m'intéresser pour cette raison, et puis pour une toute autre raison aussi, qui est que j'ai du mal à comprendre la connerie, cette France coupée en deux au sujet de la culpabilité ou de la non-culpabilité d'un petit officier uniquement parce que ce type était juif, est quelque chose effectivement qui m'intéressait particulièrement. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à ça. En bas, au village d'Orcel, on trouve le local historique du Libertaire. Et dans les mystères de Paris, rue Eugène Sue, on trouve l'administration. Il y a chez quelques grandes figures du mouvement anarchiste, chez Sébastien Faure en particulier, pour qui j'ai une grande tendresse, mais d'autres types, Malato, des gens comme ça, Merlino. Il y a effectivement dans le rêve qui était celui de ces gens, des choses dont moi je rêve. Et c'est tout, moi c'est le rêve qui m'intéresse. Et il y a aussi, surtout dans Bernard Lazare, Les Porteurs de Torches, je sais pas si c'est un roman, ouais, ça peut ressembler à un roman, c'est une sorte de pérégrination philosophique, péripatéticienne d'un type qui est Bernard Lazare, et qui entraîne derrière lui des disciples et qui pose un regard comme ça dans une ville qui s'appelle Géronta. Géronta, c'est Paris, la vieille ville des vieux, la ville qui croule, qui meurt et qui regarde comme ça passer les systèmes, les soutiens de l'ordre. Il y a des
des très très grandes pages qui participent de ce rêve justement et qui dénoncent en même temps, parce qu'il y a cette dimension de dénonciation qui m'intéresse aussi dans l'anarchisme. Je sais pas, le petit truc un peu pourri au royaume de Danemark. Lié, c'est Lazare qui va amener les anarchistes à s'engager dans l'affaire Dreyfus. Il va y avoir 2 grands meetings anarchistes qui vont avoir lieu. Là, on est à la République, là, juste à côté d'ici. Et ces 2 meetings sont en fait organisés par Lazare. C'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, indépendamment même du rêve anarchiste et du combat pour l'anarchisme, c'est le combat que certains, comme Sébastien Faure, comme Malato, comme Henri Dore, ont livré au moment de l'affaire Dreyfus contre la droite coalisée nationaliste, antisémite et raciste, et aussi contre l'antisémitisme d'une façon très nette et finalement assez rare. La question antisémitique dans l'affaire était quelque chose qui n'était pas considéré à l'époque comme étant primordial. Il y a énormément de gens qui se sont engagés complètement en toute indépendance de cette question-là. Ça ne les intéressait pas. Et même d'ailleurs la plupart ne voulaient pas en parler. Et les seuls à avoir placé le débat, qui me semble être un débat assez juste d'ailleurs, sur la question antisémitique, parce que jusqu'à preuve du contraire, Dreyfus s'appelait bien Dreyfus, c'est Lazare, qui était anarchiste d'ailleurs, et quelques anarchistes à sa suite, dont Sébastien Faure, Malato et tous ces gens-là. Et le premier journal vraiment qui s'engage dans l'affaire Dreyfus, en même temps que le Figaro, qui va être le premier journal dreyfusard, pas pour très longtemps, pour une question de vente, mais en tout cas pendant un moment, le premier à s'engager, c'est le Libertaire. Leur engagement a été réellement important parce qu'il a quand même permis de changer pas mal de choses, dans la mesure où il y avait déjà une pratique anar qui était importante à travers la brochure, à travers les meetings, à travers les manifestations de rue. Les anars tenaient la rue et ça c'était vraiment important contre les forces nationalistes et antisémites qui étaient vraiment bruyantes, présentes, etc. Et les anars ont fait un barrage contre ça. Et c'est vrai que les anars espéraient un certain nombre de choses derrière ça. Alors si l'anarchisme a pu effectivement, entre guillemets, ne plus sembler être l'épouvantail qu'il était jusqu'à présent, surtout après les lois scélérates et tout, il n'a pas pu obtenir le minimum qu'il était en droit d'espérer. Par exemple, ne serait-ce que cette abrogation des lois scélérates, la première chose, ou le retour de ces bagnards qui par centaines, pour le simple crime d'avoir pensé quelque chose et de l'avoir dit, ce qui est quand même pas grand-chose, c'est d'avoir été anarchiste. On allait en prison à l'époque si on criait vive l'anarchie dans la rue, hein, quand même. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours brimé? Et jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils les hauts du pavé? Et jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Les anards pendant l'affaire Dreyfus se battaient pour une république qui ressemble réellement à une république, parce qu'ils ont défendu la république avec des valeurs qui soient vraiment celles de la République et pas d'une république bourgeoise, etc. Celle-là, elle n'a pas changé. Enfin, moi, je la vois pas changer, en tout cas. Après la fin en queue de poisson de l'affaire et les très légitimes désillusions anarchistes, le journal du peuple ne put guère survivre. Peu avant sa prévisible fin, dès le mois d'août 1899, le Libertaire reparut, entamant une nouvelle série avec le sous-titre d'hebdomadaire illustré, en un quart de page au centre. Il se modifia, ouvrant une troisième série, et des 4 pages qui étaient les siennes depuis sa création, il passait à 8 pages sur 3 colonnes. La première page comportant un dessin sur toute sa longueur, et la seconde demeurant vierge pour pouvoir permettre de découper et d'encadrer. Si la forme se modifiait, le fond restait inchangé. L'article programmatique commençait ainsi: Le Libertaire est un journal de combat contre toutes les formes de l'autorité et de destruction impitoyable de toutes les entraves à la liberté. Il fait la guerre à l'idée de Dieu, à toutes les expressions théologiques ou philosophiques de cette idée, à tous les cultes qui la représentent. Il fait la guerre à tous les systèmes de gouvernement, à l'idée de patrie, au respect imbécile et sanglant du drapeau national,
comme à tous les drapeaux, à la famille légale, au capital et à toutes ses formules économiques, enfin à l'autorité dans toutes ses possessions sociales. C'est une galerie de portraits comme on n'imagine pas les anarchistes. On devrait faire l'éducation civique des enfants en parlant d'eux. D'ailleurs, remarquez, moi j'avais des prix quand j'étais à l'école primaire, oui, on donnait des prix et il y avait en particulier le torrent ou la montagne d'Élisée Reclus. Parce que d'abord c'est des textes admirablement écrits et puis ensuite celui-là il a tout fondé, il est à l'origine à la fois de la géographie et de l'écologie, un mot ridicule par rapport à la géographie, écologie, on ne sait pas ce que ça veut dire, tandis que la géographie de Reclus débouchait sur ce qu'on appelle l'écologie, mais en même temps sur tout ce qui pouvait pervertir l'état de nature, c'est-à-dire l'économique et le social, naturellement. On lit quelqu'un comme Élisée Reclus, quand il écrit un livre de géographie en 1895 sur les États-Unis, il parle des problèmes que peuvent poser l'immigration d'une espèce animale sur son entourage, qu'elle peut le détruire, etc. Donc tout le problème de sauvegarde des espèces. Il pose des tas de questions écologiques, passionnantes d'ailleurs, qu'aujourd'hui on est en train de redécouvrir. Donc tout ce rapport de l'homme avec la nature a été longuement développé par les anarchistes, qui ont été des pionniers. Bon, aujourd'hui, il y a des choses qui semblent tout à fait banales, comme le contrôle des naissances, par exemple. Or, le contrôle des naissances, il y a des anarchistes qui sont allés en prison pour avoir développé ces idées. De même, l'union libre et bien d'autres choses comme cela sont en fait un héritage inconnu de l'anarchisme, même s'il n'y a pas une relation de cause à effet. Ce sont des idées que l'on pensait à l'époque totalement impossibles et impensables. On pensait que sans la famille, la société se désagrégerait, que sans la religion, la société serait immorale et ainsi de suite. Et on s'aperçoit qu'une société peut fort bien vivre avec un certain nombre d'idées comme la liberté d'expression, comme la liberté d'amour, etc.
journée, la commune n'est pas morte. Elle a tout ça pour les combattants. Mariana la Fouboune, chien de repentre qui est temps. Criez vive la commune. Et ça prouve à tous les juges qui s'arrachent de la sorte. Ils sentiront, tant que non, la commune n'est pas morte. Ils sentiront, tant que non, la commune n'est pas morte. Comme disait Pierre Larousse, ce créateur du dictionnaire, ils sont créateurs de beaucoup de choses, quoi. Et donc c'est un courant de pensée toujours en éveil, et qui lance des idées qui sont d'abord rejetées parce qu'on les trouve révolutionnaires, désagréables, tout ce que vous imaginez dans la société reçue, mais qui en fait sont reprises plus tard, et même on peut dire récupérées, comme les idées de Proudhon. La banque que souhaitait Proudhon était une banque associative, un peu comme à ses débuts, avant qu'il soit détourné pour devenir une banque comme les autres, le Crédit Agricole, vous voyez, qui était une espèce de mutualisme. Et l'idée qu'on peut se passer de profit pour construire une société qui marche encore mieux, c'est une idée de Proudhon qui reste actuelle et que le capitalisme d'aujourd'hui détourne en partie et fort heureusement utilise, parce que quand même ça fait des avancées. Bon. Il y a eu des multiplicités de coopératives, de banques coopératives, de banques proudhoniennes, des mutuelles. Tous ces mots-là sont des mots qui viennent des anarchistes, du socialisme libertaire, parce que bon, il ne faut pas trop dissocier ces courants. Et je crois qu'il y a là un thème extrêmement important qui se retrouve aujourd'hui, par exemple, dans certaines formes d'économie partagée, des choses, des expériences monétaires, par exemple, sur le temps qui est pris comme unité et qui est une idée d'un anarchiste américain, Josiah Warren, dans les années 1840, pour juger le travail d'après le temps et la pénibilité que cela représentait, et le rétribuer de cette manière-là. Donc toutes ces formes-là d'échange équitable sont des héritages, qui ne le savent pas d'ailleurs souvent, des courants anarchistes. Il y a un anarchiste italien qui est fantastique, qui lui dit attention, quand les anarchistes syndicalistes français commencent à infiltrer le mouvement ouvrier pour donner précisément l'anarcho-syndicalisme, qui chez nous est un courant important de la pensée ouvrière, pour ne pas dire dominant, chez les Italiens, il y a ce Malatesta qui dit, écoutez, il faut faire attention, parce que il y a aussi tous les gens qui ne sont pas des salariés. Les gens qui ont la chance de travailler à la mine ou à l'usine, qui durent sur leurs conditions, sont des gens heureux à côté de ceux qui n'ont rien du tout. Or, pour tous ceux qui n'ont ni toit, ni métier, ni famille, ni santé, ni rien, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas un peu nos compagnons, comme on disait à l'époque, eux aussi, vous voyez? Donc il y a cette idée moderne, cette idée actuelle, qu'il faut s'occuper aussi des sans-papiers, des sans-toit, des gens, et bien c'est dans la pensée italienne de l'anarchie.
donc vous me dites pourquoi je me suis intéressé, mais parce que dès qu'on y met un petit peu de ton, eh ben, on s'intéresse, tout le corps se met en action et on se demande vraiment qui sont ces gens et où sont-ils aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste et surtout quelle continuité, je serais tenté de dire quelle chaîne humaine ils ont constituée depuis le début de leur apparition dans l'histoire, puisque pour la première fois, vous savez, le drapeau noir, pour le distinguer du drapeau rouge, est dressé à Lyon par les canuts, mais ça ne veut pas dire que l'anarchie commence là, car la pensée anarchiste est bien intérieure. Il y a les libertins du XVIIe siècle, il y a tout le XVIIIe siècle, enfin c'est un courant de pensée qui va jusqu'aux origines de notre pensée. Voilà. Puisque le temps doit commencer un peu à presser, le journal vivra ainsi, de difficulté en difficulté, de souscription en souscription, de saisie en procès. Après plusieurs souscriptions qui permirent un temps de sauver le journal de la faillite, il fut décidé à la fin de l'année 1910 d'ouvrir une souscription permanente. De même, pour se financer, le Libertaire dut avoir recours à nouveau, comme à l'époque du Journal du Peuple, à la publicité. Mon médecin chez moi, pour des anarchistes en bonne santé, la machine à coudre Gallia, pour des anarchistes bien habillés, le cola Excelsior pour des anarchistes pleins de vitalité, ou le revolver de poche Hammerless pour des anarchistes en pleine illégalité. Plus sérieusement, à la fin de cette première décennie, dépassant le sempiternel débat anarchisme-individualisme, anarchisme communiste, qui occupait depuis sa création quelques milliers de ces pages, le Libertaire s'engagea dans le projet 1000 fois avorté qui rêvait de doter le mouvement anarchiste d'une organisation. Les premières velléités, fort anciennes, remontaient à l'année 93 où dans la revue anarchiste, à la suite de Saverio Merlino, Lazare, il faut m'excuser, j'ai tendance à mettre un peu Lazare partout. Lazare a été une figure réellement importante du mouvement anarchiste. Il a même essayé d'ailleurs de faire un truc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a oublié, ou qu'on l'a en tout cas rejeté, c'est qu'il a un moment en accord avec Malatesta, avec Merlino, avec les socialistes révolutionnaires, Chris Cornelissen, Domlanio Vanuis, avec tous ces gens-là, essayé de fonder un parti, qui était un parti anti-parlementaire et anti-étatiste. À l'été 1908, le Libertaire défendit par la plume de Marceau Rimbaud, sans rapport avec l'autre, la formation d'une fédération anarchiste, branche française à l'internationale anarchiste. Mais avant de penser d'adhérer à une internationale, encore fallait-il parvenir à fédérer les anarchistes français. C'est vrai que Lazare avait mis en place des réseaux très très importants à travers le monde. Il est en correspondance avec des Australiens, avec des Américains partout, dans le but effectivement d'essayer de rassembler les anarchistes. Alors naturellement, il ne s'agit pas réellement d'un parti, mais en tout cas pour donner une vigueur plus grande aux idées et aux combats qui sont les leurs. Il faudra attendre la veille de la Grande Boucherie de 1914 pour qu'enfin, au sein de la Fédération communiste anarchiste, vienne se regrouper la plus grande majorité des compagnons. Enfin, les Français avaient trouvé les moyens d'une entente qui devait les faire rejoindre le congrès international prévu à Londres en août 1914. La grande fédération internationale devait se réaliser, mais le congrès ne put se tenir, et là vraiment les Français n'y étaient pour rien. La guerre était déclarée et le Libertaire cessait de paraître.